Si je vous dis Ruby Rose ou encore Laverne Cox, ça vous parle? Comment les évoquer sans parler de la série qui a bercé toute une génération d'ados? Une série qui, bien que fortement romancée sur la vie des femmes en prison, s'est ancrée dans la pop culture et a fortement biaisé la réalité du traitement de ces femmes. On peut aussi penser au film Women in Prison, qui était le précurseur de ces contenus, même si ces films n'étaient pas spécialement connus du grand public. Ces mêmes films ont considérablement influencé la série, que vous vous en rendiez compte ou non. Et si on commençait par là? D'abord, un peu de contexte. Avant de commencer, je voulais préciser que cette vidéo et celle qui suit ont été faites suite aux mémoires que j'ai réalisées au sein de mon master, qui avait pour but d'analyser Orange is the New Black sous le prisme des films Women in Prison. Pour une raison de lisibilité et que la vidéo soit compréhensible, j'ai choisi de suivre le plan de mon mémoire et de faire 2 vidéos. Cette vidéo sera donc la première, car il faut d'abord poser les bases afin de pouvoir faire une analyse poussée de Orange is the New Black en prenant en considération les différents codes des Women in Prison et la façon dont ils ont influencé la série. Cette vidéo traitera de transphobie, de lesbophobie et de racisme, ainsi que d'agression sexuelle, car ce sont des points caractéristiques pour l'analyse que je vais faire. Des trigger warnings visuels seront mis avant d'aborder les sujets et les timecodes pour pouvoir les passer si nécessaire seront mis en description. Je veux quand même beaucoup insister sur le fait que ces sujets seront nécessaires pour une meilleure compréhension du genre Women in Prison et de la série dans la vidéo qui suivra, parce qu'ils permettent de mieux comprendre pourquoi certaines storylines sont abordées. Également, parfois il y aura des façons de dire qui seront peut-être un peu maladroites en français parce que je cite mon mémoire qu'il était écrit en anglais. Forcément ce ne sera pas parfait du coup, mais c'est mon travail donc je me base dessus. Avec la vidéo de H. Bomber Guy sur le plagiat, je voulais être très clair sur ça d'abord. Maintenant que le contexte de pourquoi ces 2 vidéos vont être faites est mis, je souhaitais vous diriger vers une vidéo de Manon Bril sur le sujet des films de sexploitation, particulièrement la nazi sexploitation. C'est un sujet qui est lié à ce que je vais traiter ici, mais qui n'est pas développé car peu d'intérêt pour mon analyse. C'est une vidéo qui est très intéressante et je vous conseille de la regarder si ça vous intéresse. Pour comprendre au mieux Orange is the New Black, on doit parler de quelque chose qui n'est pas forcément connu du grand public qui sont, comme vous l'avez deviné grâce au titre, les Women in Prison Movies. Pour le reste de la vidéo, je raccourcirai Women in Prison par WIP. C'est un genre de film qui est très peu documenté et pourtant, vous allez vous en rendre compte, on trouve des ressemblances entre les codes des WIP et Orange is the New Black. Mes recherches se sont concentrées sur le mémoire de Suzanne Boucklin, Gauging Women, Punishment, Judgment, Reform and Resistance in Women in Prison Films, et un article écrit par Judith Main intitulé Gauge and Framed the Women in Prison Film. Vous retrouverez en description toutes les ressources que j'ai utilisées pour mon mémoire, même certaines qui ne seront pas mentionnées dans la vidéo et d'autres dans la vidéo suivante, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Si vous souhaitez lire mon mémoire en anglais, n'hésitez pas, je partage avec plaisir. Rentrons dans le vif du sujet maintenant. Déjà, d'où viennent les WIP? Il est très important de différencier 2 phases, les films avant les années 1970 et ceux après. Les films de la deuxième phase font partie de ce qu'on appelle des exploitation movies, qui sont concrètement des films porno. Ceux de la première partie sont plus caractérisés comme des mélodrames. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de comprendre de quelle façon on est passé de mélodrames à des films érotiques. Les films WIP sont souvent catégorisés comme un sous-genre de films de prison. Je vous donne un exemple un peu plus concret, pour que vous ayez une idée de ce qu'on pourrait mettre dans ce genre, Prison Break. Même si c'est une série et non un film, les codes généraux du genre sont présents, et Suzanne Boucklin a écrit que l'objectif global est de questionner l'opposition binaire bon-mauvais et de juxtaposer l'inhumanité du système avec l'humanité des prisonniers, tout en mettant une emphase sur cette dernière. Ce qu'il faut retenir de ce passage est qu'avec ces différentes œuvres, on veut montrer les différentes problématiques du système pénitentiaire et mettre en évidence qu'il est par défaut déshumanisant en montrant cette humanité à travers les prisonniers et leurs histoires. Selon moi, les films WIP pourraient être mis dans une catégorie à part des films de prison, avec des personnages principaux masculins. Le fait de le qualifier de sous-genre efface des spécificités propres aux femmes qui en sont les personnages principaux. Mais bon, ça reste quand même plus simple de les catégoriser comme un sous-genre, parce que partout c'est le cas. Bien que la catégorisation des 2 phases soit débattable, surtout avec les changements du genre au fil des années, pour mon mémoire je m'étais principalement basée sur le découpage de Suzanne Boucklin, et c'est donc celui que j'ai gardé pour ces vidéos. La première phase du genre peut être définie par des films mélodrames, voire même romantiques. Dedans il y avait 2 camps.
un où la prison n'est pas une caractéristique importante et on se concentre principalement sur les personnages, et l'autre qui a pour but de transmettre un message de réformation du système judiciaire. Je ne m'attarde pas trop sur les films de la première partie, parce que ce n'est pas vraiment ceux sur lesquels mon analyse s'est concentrée et sur lesquels j'ai réussi à avoir le plus d'informations. Ce que je peux tout de même dire sur eux, c'est que dans ces films, les femmes étaient principalement montrées comme des personnes pour qui leur vie tournait principalement autour du besoin nécessaire d'être une mère, d'avoir un mari. Le but des femmes qui étaient au centre de ces histoires était de retourner auprès de leur mari, ou bien de leur enfant qui leur avait été retiré à la naissance. Si elles s'échappaient de prison pour ne pas retourner auprès de leur mari et se repentir, elles finissaient irrémédiablement en prison à nouveau, parce qu'elles avaient échoué dans leur tâche en tant que femmes et ne pouvaient plus se repentir. Le film Caged, sorti en 1950, est considéré comme un prototype pour les films de la deuxième phase. En bref, le film montre l'histoire d'une jeune femme, Mary Allen, qui est envoyée en prison après une tentative ratée de vol à main armée. Elle est toute jeune mariée et découvre en prison qu'elle est enceinte. Cette jeune femme est le cliché parfait de l'innocente naïve, blonde, qui ne connaît rien à la vie en prison ou la difficulté de cette vie en prison. Elle ouvre les yeux sur ça à cause de différents personnages. Concrètement, ce film est toujours catégorisé dans la première phase des films mélodrames parce que le but principal de Mary est de retrouver sa petite fille à qui elle a donné naissance en prison. Par contre, il y a tout de même des tropes, qui sont des stéréotypes que l'on retrouve dans plusieurs œuvres d'un même genre, et des stock characters, des personnages qui sont des clichés et permettent d'être des modèles pour des personnages fictifs, qui ont ensuite été réutilisés dans les films des années 70. Un gros point à prendre en compte aussi pour la différence entre les deux parties que j'ai différenciées, c'est ce qu'on appelle le Production Code, code de production en français, ou le Hays Code, code Hays. Ce code est ce qui explique le gros changement que l'on peut voir entre la première et la deuxième phase des films du genre. Il a été mis en place plus ou moins de 1930 à 1967. Son but, c'était de réguler la façon dont les films étaient créés et ce qu'on voyait dedans, un peu comme une censure en fait. Il dictait la façon dont les relations sexuelles pouvaient être montrées, l'alcool, les drogues, la cigarette, les vêtements, même la façon dont les relations sexuelles entre personnes blanches et noires pouvaient être montrées. Et dans le contexte ici des RIP, ça explique pourquoi le premier cycle était aussi différent du second. Pour recontextualiser un peu tout ça, le code de production a été créé parce qu'ils avaient peur qu'avec les films qui commençaient à être parlants, les personnes qui regardent essaient d'imiter ce qu'ils voyaient au cinéma. Et même si la durée de sa mise en place a été très courte, il a quand même suivi plusieurs modifications selon ce qui était visible ou non dans les productions cinématographiques. Cela explique notamment pourquoi de 1930 à 1956, on parlait de miscegenation, littéralement traduit par métissage en français, puis de 56 à 61, c'est perversion sexuelle. Autrement dit, les relations aussi bien interraciales que homosexuelles. Et enfin, à partir de 61, aberration sexuelle. Le second cycle, quant à lui, commence après la disparition du Hays Code. Cela a donc permis au réalisateur de prendre plus de liberté avec la façon dont il représentait les femmes en prison. Et c'est visible parce que d'un coup, les tenues des personnages étaient beaucoup plus courtes. Parfois elles étaient carrément entièrement nues dans certaines scènes où elles se battaient dans la boue, etc. Quelque chose d'autre qui montre une grosse différence avec les premiers films, c'est que maintenant, les personnages pouvaient avoir des relations sexuelles. Et la majorité du temps, c'était des viols par le personnage de la prison, aussi bien des hommes que des femmes, ça dépendait des films. Parce que oui, c'était des films qui avaient pour vocation d'être à usage pornographique, donc à l'époque ils étaient créés dans le but de satisfaire les hommes principalement. C'est également à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voir apparaître de façon très visible des personnages lesbiens, et dont c'était une partie entière du personnage, aussi bien parmi les femmes emprisonnées que les gardes. Par exemple, dans Caged Heat, les deux personnages principaux sont en couple, et l'idée même de l'hétérosexualité est repoussée, parce qu'elles sont abusées par le médecin de la prison qui veut faire des lobotomies sur les prisonnières et profiter de son pouvoir. Par contre, dans Black Mama, White Mama, les deux personnages principaux sont très clairement hétérosexuels parce qu'elles sont opposées aux deux gardes de la prison qui sont des femmes en couple et donc lesbiennes. En plus, l'une des deux épie les femmes pendant qu'elles prennent leur douche et essaie de les soudoyer pour avoir des relations sexuelles avec elles. On est très clairement dans le cliché de la femme lesbienne qui est une prédatrice sexuelle, au même titre que les hommes, et donc un danger pour les autres femmes aux alentours. Ce qui est intéressant également dans ces deux films, et un point que May mentionne dans son article, c'est que dans les deux cas, les deux couples de personnages principaux comportent une femme blanche et une femme noire. Le fait que la relation entre les deux femmes soit interraciale est nécessaire pour justifier le lesbianisme. Dans Caged Heat, c'est dans le but de renforcer le couple lesbien, car ce sont les deux seules femmes ouvertement en couple dans ce film. Dans Black Mama, White Mama, c'est au contraire utilisé dans le but de renforcer l'opposition avec le couple de gardes lesbiennes,
ainsi que le fait qu'elles sont toutes les deux hétérosexuelles. Il est nécessaire de préciser l'importance d'avoir des couples comme ça, parce que dans la première phase des films Whip, les personnages noirs étaient soit complètement inexistants, soit relégués à des rôles clichés. Maine dit que l'intrigue lesbienne a besoin de l'intrigue raciale, et l'intrigue raciale a besoin de l'intrigue lesbienne. Dans ce type de film, les deux sont intimement liés à cause de l'époque dans laquelle ils sont apparus. En effet, à ce moment-là, l'homosexualité était encore illégale, et pour avoir lu des rapports sur le lesbianisme à l'époque, ce dernier était toujours lié aux femmes noires qui pervertissaient les pauvres femmes blanches. Donc ce n'est pas non plus surprenant que ce soit représenté dans les films. C'est également dans les films d'exploitation qu'on commence à voir les personnages féminins plus dénudés qu'avant. Par exemple, regardez la comparaison entre les deux films. C'est extrêmement visible à quel point l'absence du code a changé la représentation des femmes en prison. Le changement de tenue est aussi lié au changement des catégories des Whip. On est passé de films mélodrames à des films qu'on appelle d'exploitation. Ces films se caractérisent par le fait qu'ils sont souvent produits avec très peu d'attention pour aussi bien la qualité visuelle qu'artistique, et qu'en plus de cela, dans notre cas particulier, ils sont très érotiques également. Ok, alors, on a posé les bases de l'origine et de l'histoire des films Whip maintenant. On peut réfléchir à un autre aspect de ces films, les stéréotypes nécessaires. Les films Whip ne sont pas considérés comme Whip seulement parce que l'histoire est centrée sur des femmes en prison. Pour que le film soit considéré comme tel, certains stéréotypes sont nécessaires pour entrer dans la catégorie. Et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Dans les films Whip, on retrouve différents clichés que j'ai définis dans mon mémoire, avec par exemple un discours donné à la protagoniste, connue sous le surnom de New Fish, afin de lui faire découvrir le monde de la prison ainsi que ses règles, une révolte à cause de la nourriture qui est horrible, des femmes qui travaillent soit dans des usines, soit dans des laveries, des scènes qui montrent la création de liens forts entre les prisonniers, et des conversations qui permettent de faire comprendre au public quel crime chaque femme a commis. L'expression New Fish est spécifique à la prison américaine. Je ne sais pas s'il y a un équivalent français, mais on pourrait dire nouvel arrivant ou bien le bleu. Mais il manque une nuance que les deux expressions ne retransmettent pas forcément. L'idée derrière est de signifier que c'est quelqu'un de nouveau au milieu, qui n'a jamais été en prison avant, et qui découvre donc l'univers de la prison pour la première fois. Et vu que c'est un nouvel arrivant dans un milieu aussi dur, il découvre des nouvelles choses totalement opposées aux clichés qu'il aurait pu avoir de la prison avant d'y arriver. En plus de ces différentes tropes mentionnées, il y a aussi certaines caractéristiques et personnages types qui sont spécifiques aux mélodrames ou bien aux films d'exploitation. Par exemple, les mélodrames se concentrent principalement sur les histoires des femmes en tant qu'épouses ou mères. Pour les personnages types, je vais citer Bouclin, car elle dresse une liste plutôt exhaustive de ce qu'on trouve dans ces films. Une prisonnière à vie, qui reste dans son coin mais fait profiter sa science aux autres prisonnières. Une femme agréable mais avec des difficultés intellectuelles. Plusieurs travailleuses du sexe qui ont souvent un beau fond. Certains films incluent également une fille de la haute qui a commis une fraude ou qui a fait de la contrefaçon. Pour les films d'exploitation, elle rajoute aussi par exemple une prisonnière politique, une addicte à la drogue qui est vulnérable et a besoin de protéger, une lesbienne butch qui est prédatrice et fait tourner la prison. Bref, j'ai pas tout cité parce qu'il y avait beaucoup d'exemples, mais ça vous donne déjà une petite idée de ce qu'on pouvait trouver comme personnage type dans ce genre de film. Vous l'aurez donc compris, ce qui fait qu'un film va rentrer dans la catégorie des Whip, ce sera surtout la présence de ces différents clichés ou personnages types. Le film Caged, mentionné plus tôt, le montre très bien. Dans ce film, la matrone, Harper, est une femme qui joue énormément de sa masculinité et qui est très clairement définie comme une lesbienne butch, bien que les mots ne soient jamais prononcés. Petite parenthèse rapide, une lesbienne butch, c'est une lesbienne qui va avoir une apparence beaucoup plus masculine et des codes qui se rapprocheront plus de l'identité masculine que féminine. Je suppose que si vous êtes ici, vous connaissez Orange is the New Black, mais du coup, Boo, c'est un peu un gros cliché de la lesbienne butch. On en parlera plus dans la deuxième vidéo, et si ça vous intéresse, je pourrais m'attarder beaucoup plus longtemps sur cette identité de genre si vous le souhaitez. Retour à la vidéo. Elle, Harper, est toujours entourée d'autres femmes qu'elle va appeler ses filles. Et la seule fois où elle est clairement montrée féminine, c'est pour la mettre en opposition à ce qui est classiquement féminin et insister sur son identité en tant que butch. Ce qui est intéressant à voir dans ce film, c'est qu'étant donné qu'il a été réalisé et montré avant que le Production Code soit entièrement mis en place, et avant la modification des articles, comme on a vu avant, certains aspects qui ont par la suite été interdits sont tout de même présents dans le film. Par exemple, par la suite, il était complètement impossible d'avoir des relations entre femmes sans qu'un homme soit présent,
ou bien avoir des relations entre hommes et femmes s'ils n'étaient pas mariés. L'adultère était à bannir. Les personnages n'avaient également pas le droit d'être dénudés, et c'est une grosse différence entre les films des deux périodes, parce que ça va permettre de sexualiser les femmes d'une façon bien différente. Encore une fois, entre Caged et Caged Hit, la différence est visible, et cela se retranscrit également dans les différentes tropes du film. Par exemple, les scènes dans les douches sont souvent un prétexte pour que les femmes se retrouvent nues, ou bien elles se retrouvent à se battre dans la boue avec les vêtements qui leur collent à la peau. C'est assez facile de deviner que les films étaient faits pour un public principalement masculin et hétérosexuel. Même si on met de côté la nudité des personnages féminins, le simple fait d'avoir des femmes qui sont sous le contrôle de quelqu'un d'autre est un signe avant-coureur. C'est à partir de ces films qu'on commence à voir comme prérequis les prisonnières qui s'échappent, mais dont la majorité finissent toujours par revenir en prison ou bien finissent mortes, insistant sur leur incapacité à être libres. Dans ces films, les hommes ne sont presque jamais présents, ou quand ils le sont, ce n'est pas pour montrer à quel point ils sont nécessaires au bon déroulé de l'histoire, et cette absence des hommes, amplifiée parfois par leur ridicule, est la caractéristique principale pour qu'un film rentre dans la catégorie des whips. Parce qu'au final, c'est ça qui est vraiment différent dans les whips. Les hommes ne sont presque jamais présents, et s'ils le sont, ils sont tournés en dérision, ou bien en ridicule. Reprenons Caged à nouveau. Les hommes ne sont presque jamais montrés dans ce film, et tout tourne autour des femmes qui font tourner la prison. Une scène qui est importante pour montrer l'absence des hommes, c'est une scène entre Harper, la matrone lesbienne butch, et Madame Benton, la directrice de la prison. Sur cette image, on peut voir les deux femmes séparées par un bureau. Et au milieu de ce bureau, il y a un cadre photo avec l'image d'un homme, très certainement le mari de la directrice. Le simple fait que même dans un moment où les femmes sont entre elles, un homme est visible au centre de l'image, de façon aussi simple que par une photo, est représentatif de la société dans laquelle elles vivent. On vit dans une saucisse, je vous apprends rien. Cependant, la société patriarcale dans laquelle on évolue implique que même lorsque les hommes ne sont pas physiquement présents, ils le sont toujours au moins virtuellement. Ce que j'avais dit pour ce passage dans mon mémoire, pour être exact, c'est que même si on est là, dans une prison où les hommes sont absents et tout est contrôlé par des femmes, le comportement des femmes sera toujours assombri par les figures de l'autorité masculine. Et c'est là que je vais vous parler d'un sujet qui est important et qu'on ne peut pas vraiment négliger. Le male gaze, le fameux. Avant de continuer dans le reste de mon explication sur les whips, on va donc faire une pause et parler de ça. Il a été remis en question des nombres de fois, et toutes les analyses et études faites dessus sont très intéressantes. Et même Laura Mulvey a écrit un article le remettant en cause. N'empêche, son utilisation est toujours omniprésente quand on discute de cinéma, donc autant prendre le temps pour en parler. C'est dans son article Visual Pleasure and Narrative Cinema en 1975 que le terme male gaze est pour la première fois expliqué. Je vais essayer de traduire le passage que je trouve le plus important, mais si c'est pas parfait, au moins vous pourrez comprendre un minimum. Dans un monde dirigé par un déséquilibre sexuel, le plaisir de regarder a été séparé entre actif masculin et passif féminin. Le regard masculin déterminant projette ses fantasmes sur le corps féminin qui est habillé en conséquence. Dans leur rôle traditionnellement exhibitionniste, les femmes sont à la fois regardées et montrées, avec leurs apparences codées pour des visuels forts et l'impact érotique de sorte qu'elles puissent évoquer une sorte de vouloir être regardée. Traditionnellement, la femme montrée a toujours fonctionné à deux niveaux, comme objet érotique pour les personnages dans l'histoire à l'intérieur de l'écran, et comme objet érotique pour le spectateur dans l'auditorium. Autrement dit, quand on parle de male gaze, on décrit la caméra comme un homme qui regarde la femme comme objet de désir. Du final, on part du principe qu'on regardera ça à notre tour comme si on était un homme. La théorie part du principe de la scopophilie de Freud. Grosso modo, la scopophilie, c'est un peu comme être un voyeur, c'est prendre du plaisir à observer les gens sans qu'ils sachent qu'ils sont observés. Et du coup, Mulvey lit ça au cinéma, ce qui crée le male gaze. Parce que le cinéma peut donner l'impression de regarder quelqu'un à travers un objectif. Et le simple fait d'être spectateur d'une histoire peut mener au voyeurisme. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à redire et ce n'est pas une théorie parfaite. Mais c'est important de savoir ce dont on parle pour ensuite pouvoir l'utiliser et aller au-delà des simples théories et concepts. Et c'est pour cela que nous allons aborder un nouveau sujet, la présence du male gaze à travers la caméra, même si les histoires tournent principalement autour de femmes qui observent d'autres femmes. Petite précision encore une fois, mais je m'autocite via mon mémoire, au vu du trop peu d'articles à ce sujet, et parce que c'est plus simple. Parce que vraiment, la façon dont les femmes observent les autres femmes est quelque chose d'intéressant à étudier dans des œuvres où les hommes ne sont pas au centre de l'histoire. Pourquoi ?
parce que même dans la vie courante, les femmes ont l'habitude de toujours se présenter de sorte à ce qu'elles plaisent aux hommes. Le simple fait d'être féminine ou non est centré autour de ce que les hommes vont trouver attirant ou non, le maquillage, l'épilation. Cette façon de définir la féminité est aussi à la base des théories lesbiennes, on y reviendra dans une autre vidéo. Du coup, je disais, même dans des films où les hommes ne sont pas physiquement au centre de l'histoire, ils vont quand même être virtuellement présents, parce que c'est pour leur plaire que les actrices vont être minces, dans les standards de beauté, avec des cheveux longs, épilés, des vêtements échancrés, voire carrément nus. Puisque contrairement au mélodrame, les films de l'exploitation ne se concentrent pas sur l'envie de retourner une vie de famille hétérosexuelle. Le lesbianisme est carrément un prérequis pour l'histoire. Les whips font partie des seuls films où le lesbianisme est nécessaire pour l'évolution du plot. Et vu que ces films ont été faits pour répondre aux fantasmes d'hommes hétéros, il faut bien qu'une des deux femmes prenne la place de l'homme dans leur imaginaire. Et du coup, dans ces films, ça va être généralement la femme la plus masculine, ou butch parfois, qui va prendre la place de l'homme dans l'imaginaire. Pour expliquer à quel point ces schémas sont importants dans les films whip, je vais à nouveau reprendre l'exemple de Cage Hits, dans lequel les personnages de Pandora, la femme noire, et Belle, la femme blanche, représentent plutôt bien cette dynamique. En effet, à chaque fois qu'elles sont montrées ensemble, Pandora est toujours habillée de façon plus masculine que Belle, et c'est également elle qui protège Belle face aux différentes horreurs qu'elles subissent en mode chevalier. Par contre, je pense que c'est important de préciser que même si des années après certaines fans ont pu reprendre ces films et se les réapproprier, ça ne veut pas dire que leur but premier était d'offrir une quelconque représentation aux communautés qui étaient représentées dedans. Bien au contraire. Ces films étaient faits pour le plaisir masculin, qui fantasment toujours sur des femmes qui n'ont plus d'autre choix que d'être sous le contrôle de quelqu'un d'autre et se plier à leurs désirs. Maintenant qu'on a fait le tour des films whip, on va pouvoir analyser Orange is the New Black en long, en large et en travers. Je suis sûre que vous voyez déjà des comparaisons entre les films whip et la série, mais on verra ça dans la partie de Soon. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire.